l'avoir écrit m'a fait revivre. Pas le fait d'en parler, douleur, de communiquer dessus, exactement. te fait revivre. Exactement. Le fait de comprendre ce que je vivais, de réfléchir à ce que j'avais vécu, d'accepter de lâcher prise, parce que pour le coup, c'est... Écrire un bouquin, c'est la version maxi du lâcher prise, et pour quelqu'un comme moi qui avait toujours été dans le contrôle. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Exceptionnel, c'est le magazine pour les femmes, mais pas que, parce que vous le savez, on aime aussi que les hommes nous appréhendent différemment. Donc, Exceptionnel, c'est aussi pour vous. On a des invités que je souhaite toujours avec des parcours qui sont inspirants. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir... Waouh, elle vient de sortir le bouquin. Mademoiselle Docteur Hélène Rossineau. Bonjour Hélène. Bonjour Lara. Alors, oui, quand je dis inspirant, c'est rien de le dire. Un véritable exemple, il faut le dire, on peut se tutoyer. Oui. Élue femme Forbes en 2023, médecin, patiente, aidant, femme avec un grand F. Je dirais aussi que tu es médecin des aidants. On va mieux comprendre ce que sont les aidants avec toi. Tu apprends aux entreprises à accompagner et soutenir efficacement leurs salariés aidants parce que tu donnes des conférences. Fondatrice de Because We Care, auteur de c'est le cinquième, mais le premier où tu parles que de toi. Oui. Voilà. Et on comprend que c'est toi et on comprend peut-être que les autres d'avant, il y avait quand même des allusions et beaucoup de choses qui te concernaient. Ça s'appelle Revivre malgré la douleur. Ça vous donne la chair de poule, mais ça, on va en parler aussi. Délicat, en tout cas, de te présenter quand on a autant de talent, de casquettes. Pour que ce soit complet et j'ai envie de dire le plus juste possible, qu'est-ce que tu dirais si tu dois te présenter comme ça en 30 secondes? Tu dis quoi? Une jeune femme de 35 ans, hyperactive, amoureuse des chats. Oui. Passionnée de voyages de langues étrangères et surtout qui aime défendre les invisibles. Ça a toujours été ma grande spécialité, prendre ceux que personne ne regarde et parler d'eux assez fort pour qu'enfin ils soient plus si invisibles que ça. Tu expliques ça comment? Ça vient de ce que tu as vécu. On va parler de ton enfance parce que j'ai toujours que l'enfance, c'est le socle pour sa vie, avec du négatif et du positif. Mais en tous les cas, c'est le mélange qui fait qu'on grandit d'une certaine façon et on se façonne. Tu expliques de vouloir aider les invisibles parce que tu t'es sentie invisible petite? Invisible et trop visible en même temps. Moi, j'ai eu les deux... Quand on est la fille d'un ancien ministre et du maire de la ville dans laquelle on habite, on est d'un coup très, très visible parce que tout le monde connaît les parents. Donc, ça amène du positif, mais en même temps, on grandit sous l'œil des gens. Ouais. Quoi qu'on fasse, on est regardé, que ce soit bien ou pas bien. Et quand on a 6 ans, 10 ans, 15 ans, c'est une grosse pression. Et en même temps, complètement invisible à côté, justement, de ses parents. Et parfois, pour un papa en particulier qui était passionné par sa ville et passionné par la politique et pas forcément, du coup, toujours à la maison. Donc, voilà, un mix des deux, mais ça m'a surtout appris que je détestais l'injustice. Parce que du coup, j'ai vu la politique de près, tout le positif et tout le négatif de la politique, mais j'ai surtout réalisé que c'était un moyen de mettre la lumière sur ce qu'on voulait, en fait, d'être en politique. Et je me suis dit, OK, je déteste être invisible, je déteste qu'on ne m'entende pas, mais la majorité des gens sont invisibles tout le temps pour tout le monde. Et pourtant, ils ont des choses à dire. Et c'est vrai qu'avec le recul, je pense que ça a façonné qui je suis, une partie de mes combats. Alors, on va dire les choses, c'est que tu es donc la fille de la journaliste Françoise Rossineau et de l'homme politique André Rossineau. Ta maman est à l'initiative, entre autres, du célèbre livre Sur la place à Nancy. Je ne sais pas combien de centaines, voire au-delà d'auteurs incroyables sont passés par la place Stanislas. Fille de libraire en plus, et puis donc dans l'univers. Tu étais baignée donc dans ce côté ouvrage. C'était quelque chose qui devait te titiller certainement aussi, de voir autant de gens à la maison passer, et puis de ta maman dans tous les sens tout le temps. Oui, il doit y avoir quelque chose au fond qui, un jour, s'était obligé de sortir un bouquin. Alors, je dirais que c'était l'opposé complet. Quand tu as tous les grands auteurs du monde qui sont passés par chez toi, par ta ville, mais que j'ai eu la chance de rencontrer, ça rend humble. C'est sûr. J'avais pas du tout l'intention d'écrire un bouquin. J'ai commencé par ma thèse de médecine. C'est obligatoire en médecine. Ma thèse était sur les aidants. Oui. J'avais pas du tout prévu d'en faire un livre. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux parce que c'était un sujet qui me touchait déjà beaucoup à l'époque.
je me suis vite rendu compte que les gens avaient besoin d'un peu plus. Ils avaient besoin du fond que j'avais dans ma thèse. Mais personne ne lit jamais les thèses scientifiques. Déjà, le jury les lit et on est content qu'ils arrivent jusqu'au bout, mais personne ne lit les thèses. C'est très ennuyeux. Donc, je m'étais dit, je vais vulgariser sur les réseaux, je vais en parler, je vais essayer d'interpeller les gens. Et c'est une ancienne aidante qui m'a dit, est-ce que tu m'autorises à te présenter à une amie qui est éditrice, qui connaît pas le sujet, mais qui est intéressée? Mais même là, je m'étais pas dit que c'était pour écrire un bouquin. C'était naïf à l'époque. J'étais dans la période où je voulais juste parler du sujet. Donc, je m'étais dit, quelqu'un veut m'écouter. Super. Et donc, je me suis retrouvée dans le bureau de Muriel Beyer, qui était la patronne des éditions de l'Observatoire, qui l'est toujours d'ailleurs. On s'est assises face à face. Elle m'a dit, racontez-moi. Et donc, j'ai parlé non-stop pendant 1 heure, parce que je suis très bavarde. Et au bout d'1 heure, elle m'a dit, je peux pas vous laisser sortir de là. Il va falloir qu'on en fasse un livre. Et sur le moment... Génial. Oui, enfin, je me rendais absolument pas compte de ce que ça voulait dire écrire un livre. J'avais écrit ma thèse de médecine, je m'étais dit, ça doit pas être bien plus dur que ça. Et c'était un peu plus compliqué. Oui, c'était naïf. C'était bien plus difficile que la thèse de médecine. Mais j'ai dit oui, je suis sortie, j'avais signé mon contrat sans même le lire. J'ai appelé maman et je lui ai dit, je vais écrire un livre. Elle devait être fière. Je pense qu'elle était fière et qu'elle était moins naïve que moi et qu'elle a dû se dire... Waouh, le boulot. Oui, mais surtout, elle m'a dit, mais pour quand? Parce qu'on était en novembre. Je lui ai dit, pour fin avril. Elle m'a dit, mais t'es interne en médecine jusqu'à fin avril. Tu vas écrire le bouquin pendant ton internat de médecine? La nuit. Je lui ai dit, mais je poserai mes semaines de congé. Et elle m'a dit, mais tu comptes l'écrire en combien de temps? Quelques semaines. Elle m'a dit, d'après mon expérience, pas du tout, d'interview d'auteur, ça a l'air de durer beaucoup plus que quelques semaines. J'aurais dû l'écouter. Et oui. Mais bon, j'ai appris. Effectivement, et au bout de quelques semaines, je suis passée en week-end et nuit, effectivement, pour le finir, parce que c'était beaucoup plus long que ça. Mais je l'ai fini grâce à mes patrons à l'hôpital. C'était mon dernier stage d'internat avant de finir vraiment médecine le 31 avril, et ma deadline était le 31 avril aussi pour le bouquin. Et ils m'ont dit, prends ta dernière semaine, finis ce bouquin, parce que voilà. Chouette et compréhensif. Donc merci encore Florence et Gilles. Important à souligner. Dans tous les auteurs que tu as rencontrés, de par ta maman, etc., avant même que tu te lances dans cette aventure littéraire, quels sont les auteurs que tu aimais particulièrement? Alors j'ai envie de dire peut-être en 2 groupes, si je peux me permettre, ceux que tu aimes parce que ce qu'ils écrivent te touche, et ceux parce qu'ils avaient une personnalité, même s'ils écrivent des choses moins chouettes, mais leur personnalité est belle. C'est difficile de les séparer en 2 groupes parce que, très honnêtement, j'ai du mal à faire la différence entre les bouquins et les auteurs. Oui. Ou alors, je peux aimer certains livres et pas aimer la personnalité de l'auteur, mais c'est rare que j'aime l'auteur et que j'aime pas ses bouquins. D'accord. J'aurais tendance à citer 2 femmes très, très, très différentes, pour le coup. Amélie Nothomb. Voilà. Oui, presque persuadée que tu allais dire ça. Amélie, que j'ai rencontrée la première fois, j'avais 11 ans 3/4. C'était précis, mais parce qu'on avait blagué sur le sujet. J'étais la plus jeune membre du public à cet âge-là. Elle est fantastique, très particulière. Elle m'a forcée à garder l'option latin au collège et au lycée. Et c'est grâce à elle que j'ai eu ma mention au bac. Donc, merci Amélie. J'étais pas très convaincue à l'époque, mais voilà. La deuxième, c'est Amélie Lorraine qui Fouché. doit être fière de ce que tu fais, je me doute. Eh ben, écoute, j'espère que je lui ai pas reparlé depuis quelques années maintenant, mais si je la recroise, j'espère en tout cas qu'elle serait fière. Et la deuxième, c'est Lorraine Fouché, qui est médecin comme moi à l'origine, dont j'adore les romans. Aussi, et qui est absolument adorable, de qui je suis très proche, qui m'a toujours beaucoup soutenue, donné des conseils, accompagnée. Donc, merci Lorraine, merci Amélie. Des beaux exemples. Alors, je fais une parenthèse sur Amélie Nothomb, que j'ai eu la chance de recevoir il y a fort longtemps, à Nancy, d'ailleurs, voilà, avec ta maman. Et c'est pour ça que je me permets de tutoyer Hélène, puisque c'est l'âge de ma fille et que c'est vrai que, de par mon métier, j'ai œuvré dans divers secteurs et c'est un souvenir, le livre sur la place, qui est hyper, hyper important. Alors, ton papa, maire de Nancy, ancien ministre, et d'ailleurs, ton parcours et enfance, les gens pensent qu'il m'a apporté beaucoup d'opportunités, alors que c'est tout le contraire. Là, je reprends tout ce que tu as écrit sur lui. Tu dis, il faut se battre, et j'ai dû me battre pour me faire un prénom. Tout ce qu'on croit et qui peut être facile, bien au contraire, c'est très difficile. Cela te fait rire jaune quand on te dit que, oui, c'est grâce à ton papa, tu lui dois ta carrière, alors que tu l'as fait vraiment en dépit de la sienne.
C'est exactement ça. Alors, je suis pas naïve. Mais ça vaut des éclaircissements. Ouais, je suis pas naïve. Ça apporte aussi des privilèges Bien très évidemment. particuliers. Ne serait-ce que d'avoir pu répondre à la question d'avant. Mais ces privilèges-là, ils venaient de maman et pas de papa. Mais j'ai eu la chance avec mes 2 parents de naître moitié dans la politique et moitié dans les livres. Rien que ça, Oui. ça c'est bon. Ça, je le reconnais. Il y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand tu grandis en tant qu'enfant d'eux, tout le monde pense immédiatement que tes parents t'ont tout obtenu. Ce qui est particulièrement frustrant quand tu bosses et que tu te donnes à fond. Et moi, ce que je ne supporte pas, c'est qu'on me dise effectivement que je dois ma carrière à papa, comme s'il avait passé la première année de médecine à ma place, le concours à ma place, comme s'il avait écrit mes bouquins à ma place. Clairement pas. Et il y a plein de choses que j'ai pas pu faire parce qu'on m'a dit non. On veut pas, par exemple, quelqu'un qui soit politiquement connoté. Oui, tu es d'ailleurs passé à côté de pas mal de projets, c'est ce que exactement. tu écris, parce que, non, ton père, la position politique qu'il a, on l'en veut pas. Exactement. Voilà. Et il y a plein de projets pour lesquels ça n'avait absolument aucun lien avec lui, qui n'étaient même pas à Nancy. Et on me disait, mais on veut pas de ton nom. Par exemple, dans l'émission ou sur le projet, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de lien avec la politique. Et je dis, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je prenne le nom de maman? Il y a un projet où j'ai dû le prendre le nom de maman. On m'a dit, tu le fais si tu prends le nom de ta mère. Et c'était quoi comme projet? C'était à la radio. Parce que juste mon nom posait problème. Alors que pour le coup, j'y étais pour rien et qu'en plus, à l'époque, je faisais pas de politique. Certes, j'ai grandi avec papa, donc forcément, je l'ai soutenu. Mais j'étais pas engagée moi-même, j'étais pas élue, donc je trouvais ça particulièrement injuste. Donc il y avait une souffrance, quelque part, de louper des trucs, même s'il y avait pas mal de privilèges et d'avantages. En fait, c'était frustrant de louper des trucs, mais après, il y avait quand même vraiment beaucoup d'avantages de l'autre côté. Le truc qui m'exaspère, vraiment, c'est qu'on me dise tu dois tout à ton père. Oui. Parce que je lui dois plein de choses, y compris un caractère un peu casse-pied. Mais c'est important pour se battre. Mais par contre, je lui dois pas mon travail. Et ce que je fais au quotidien n'a aucun rapport avec lui. Et donc ça, clairement, je ne supporte pas qu'on me le dise. Voilà. Oui, tu dis, j'étais scrutée en permanence. Chaque fois que je faisais quelque chose, une erreur, ou bien évidemment, on l'appuyait encore plus. On comprend la frustration et la difficulté que ça peut être. C'est Internet qui a permis finalement que tu t'émancipes, si j'ai bien lu tout, et te faire un prénom et une image, et que les gens sachent exactement qui tu étais, la petite fille, et que tu existais simplement, mais pleinement. Raconte-nous comment le début a été fait. Internet et mon internat à Paris. Ouais. Les deux en même temps, en fait, les deux ont coïncidé. J'ai fait la première partie de mes études de médecine à Nancy, donc l'externat, les 6 premières années. Et après, je me suis dit qu'il fallait que je sorte un peu de Nancy, de là où tout le monde me connaissait, mais parce que j'étais la fille de mes parents. Bien sûr. Et que j'aille dans une ville où personne ne saurait qui j'étais, parce que Paris, c'est immense. Et donc, en 2014... je suis partie à Paris. Et c'est vrai qu'en parallèle, pas très loin, après, les réseaux sociaux ont commencé. Et ça m'a donné l'occasion de parler en mon nom, au début sous pseudo, parce que tout le monde avait des pseudos à l'époque, puis après j'ai vite repris mon nom, de raconter ce que je vivais, de raconter ce que je voyais dans mes études de médecine aussi, de raconter mes combats, de parler des aidants, parce que du coup, très vite, j'ai commencé à travailler sur ma thèse en 2016 et je l'ai soutenue en 2017. Donc très vite, la question des aidants est arrivée. Et c'est vrai que Twitter, parce que c'était Twitter à l'époque, ça y est, à l'époque, je parle comme... Comme une toute jeune encore, mais oui. Voilà. X aujourd'hui. Exactement. Je parlais beaucoup, mais ça m'a permis de rencontrer plein de gens, de raconter ce que je pensais et que les gens viennent échanger avec moi sans aucun lien avec Nancy du tout, mais juste pour mes opinions. Donc les réseaux, très positifs pour toi. Ah, très positifs pour moi. Sauf pendant le Covid. Mais sinon, très positif de manière générale. Pourquoi pendant le Covid? Parce que pendant le Covid, même si ça m'a permis de rencontrer plein de gens et de faire plein de contenu, j'ai aussi découvert l'autre côté d'Internet, les menaces de mort, les insultes. Et ça, c'était moins agréable. Mais bon, les insultes et menaces de mort suite à ton travail, à des choses que tu postais. Oui. Ah oui. Exactement. Suite aux questions de vaccination, aux questions de port du masque. Mais c'était une époque assez particulière où les gens étaient très violents. Mais disons que je l'ai découvert assez brutalement parce que jusque-là, j'avais pas eu de soucis. Et c'est vrai qu'un jour, j'ai reçu 5-6 000 messages d'insultes en 24 heures et peut-être quelques centaines de menaces de mort en plein milieu. Donc, j'ai été plongée d'un coup dans le grand bain c'est clair, des problématiques des réseaux sociaux. Mais bon, les gens se cachent derrière des pseudos et sont très lâches. C'est horrible et je pense que les gens qui suivent
tous les réseaux savent en tous les cas une grande partie que à la fois c'est bien, mais il faut avoir une grande attention et beaucoup de prudence parce que c'est terrible. Mais ça permet de libérer la parole aussi, y compris la mienne. Oui. Donc voilà. D'extérioriser plein de choses et ça c'est important. C'est ça. Une petite chose par rapport à ton papa quand même, qu'on salue bien sûr, c'est que tu dis avec beaucoup d'affection que tu as grandi avec un papa, malgré le négatif et le positif qu'on a entendu, un papa très engagé, avec une immense force de travail, et ça c'est bien ce qu'on lui reconnaît là, encore aujourd'hui, un grand monsieur, et on passe les côtés, il est de gauche ou de droite, c'est même pas la couleur qui est en jeu, et d'ailleurs aujourd'hui ça devrait être plus ça, c'est-à-dire c'est l'homme ou la femme qui importe, et il fait partie de ces gens avec un engagement rare, et ça a été, pour toi, c'est un bel apprentissage d'avoir un papa comme ça. Oui, alors d'avoir un papa et une maman, parce que les deux ont une grande force de travail. Alors, ils m'ont clairement appris la rigueur et le fait qu'il fallait maîtriser ces dossiers, peu importe le dossier, que ce soit des partiels de médecine ou un dossier politique ou autre, vraiment maîtriser sur le bout des doigts. Avant d'en parler, ils m'ont surtout appris que c'est le travail d'équipe qui compte. Oui. Parce que aujourd'hui encore, tous les membres de leur équipe, moi j'ai grandi avec, ce sont quasiment tous encore des amis, ils sont toujours là pour papa et maman. Oui. Aujourd'hui, et ça ne se voit plus. Les gens aujourd'hui changent d'équipe toutes les 30 secondes. Oui. On voit les collaborateurs à droite, à gauche, ça débauche, alors que moi, j'ai vu une famille se faire autour de lui et du coup autour de moi, même si j'étais encore enfant. Et c'est beau. Mais oui, et ça, c'est chouette. Tu dis quelque chose de très beau. Grandir à ses côtés, ça vaut des centaines d'heures de cours à Sciences Po. Je dis, mais waouh, on a la chair de poule, c'est un message magnifique. Ah, ça, c'est clair. Parce que du coup, j'ai vu de l'intérieur, même si on ne remarquait pas forcément que j'étais dans la pièce, parce que j'étais toute petite. Mais toutes les réunions, j'ai vu toutes les campagnes, les tractages, les boîtages, le positif et le négatif, les gens qui sont contents, les gens qui sont furieux. Les moments un peu injustes, les reproches, où tu as envie de les défendre. Parce que tu te dis, mais c'est pas du tout ça, vous avez pas compris. Les nuits en équipe dans le salon à débriefer, à se préparer, à travailler, ce que les gens ne voient pas du tout. Bien sûr. Tout le travail sur les affiches, comment on fait un tract, comment on convainc, comment on travaille un programme, quelles sont les idées, tous les débats, les articles, les journalistes. C'est vrai que cette expérience de terrain par procuration, j'ai envie de dire, ça vaut une bonne partie de Sciences Po, je pense, où on apprend plus de théorie que de pratique. Ça remplace pas la théorie de Sciences Po, mais c'est vrai que ça, j'ai une chance de dingue. Beaucoup appris de lui. Oui, voilà. Pour tous ceux qui s'intéressent à la politique, parce qu'ils travaillent en équipe vraiment tout le temps. Pour le coup, maman était tout le temps là. Oui, de toute façon, on dit toujours que papa serait pas là. Voilà, papa serait pas là dans plein de cas, il y a son double à côté, sa moitié à côté. Exactement. Et il se divisait le travail. Et c'est vraiment ce que j'ai appris, le modèle avec lequel j'ai grandi, et qui était très chouette. Si on aime la politique. Si on n'aime pas la politique, c'est peut-être moins. Et d'ailleurs, alors, parce qu'on va revenir, médecin de santé publique, tu es devenu en 2017, après avoir soutenu donc, la thèse, tu en as parlé sur les aidants, et on va revenir sur la définition des aidants familiaux. La même année, tu es candidate aux élections législatives dans la 6e circonscription, si je m'abuse, de Meurthe-et-Moselle. Tu arrives 3e au premier tour, et donc l'aventure s'est arrêtée là. Est-ce que la politique, ça te démangeait parce que tu voulais faire comme papa ou montrer quelque chose par rapport à lui? Parce que, sincèrement, et je te le dis franchement, autant je te vois écrire, et ce que tu écris qui est magnifique, mais moi, en politique, est-ce que c'était donc de te prouver ou de me montrer quelque chose? Alors, pas du tout. Je venais de finir... j'étais en plein milieu de l'écriture de ma thèse, mais je venais de finir la partie recherche. Et c'est vrai que j'étais absolument furieuse par ce que j'avais trouvé sur les aidants. Et c'était un moment... il y avait des législatives, Macron allait être élu, et après venait d'être élu. Et je me suis dit, tout est en train de changer. Peut-être qu'en fait, alors c'est vrai que ça m'a pris comme ça, peut-être que c'est le moyen d'aller pousser la cause des aidants. Et du jour au lendemain, je me suis dit, après tout, c'est un peu dingue, t'as pas fini tes études de médecine, tu seras sûrement pas élu, mais au minimum, ça sera le moyen de parler plus fort des aidants. Et puis si t'es élu, ce sera l'occasion d'aller faire une loi et de les soutenir pour de vrai. Et donc j'y suis allée. C'est pas le pouvoir qui t'intéressait plus que ça. Ah comme non, homme là politique j'étais vraiment ou femme en plus, politique qui aiment et qui ont envie de pouvoir. Ouais. Non. Et ça, tu vois, c'est la mauvaise politique pour moi. Ce que j'ai vu
pendant des années, c'était papa et maman se battre pour des idées. Ouais. Et ce que je déteste à l'heure actuelle et que vraiment je ne supporte plus, c'est que on ne sait même plus pourquoi se battent les gens qui sont élus. Là, ils se battent pour garder le pouvoir, ils se battent, ils négocient à droite, à gauche, je vais mettre une personne là, on dirait un jeu d'échecs en solo, mal foutu. Ce qui fait de gros dégâts. Il n'y a plus aucune valeur, plus aucune idée, rien. Donc cette politique-là, je la déteste. Mais pour moi, c'est pas ça la politique, c'est pas ce qu'on m'a appris. Ce qu'on m'a appris, c'est d'avoir des idées, d'aller se battre pour elles. C'était ça que je voulais faire en 2017. Donc si tu me demandes si j'aime la politique, j'adore. Oui. Les politiques, j'ai horreur de ça. En tout cas, les politiques que je vois maintenant depuis 5 ou 10 ans, c'est absolument épouvantable. C'est tout ce qui ne devrait pas exister. Mais j'adore la politique qui consiste à se battre pour ses idées. Sûr. C'est ce que je fais avec mes bouquins au quotidien. Il n'y a pas forcément besoin d'être élu tout le temps pour faire de la politique. Mais très honnêtement, les élites politiques aujourd'hui, elles devraient avoir honte. Quel est l'homme ou la femme politique quand même qui a, grâce à tes yeux, encore aujourd'hui en 2025 ? Il y en a quand même un ou une ou pas du tout ? Aucun. Absolument aucun. Absolument aucun. Sincèrement, ils devraient avoir honte de la manière dont ils se comportent. Tous. Tout parti confondu. Il n'y en a plus un qui a des idées, plus un qui a des valeurs. Ils font tous semblant. Ça se voit. Quand on cherche à creuser un peu, parce que dans ma position, je suis souvent auditionnée, je parle souvent avec des politiques. Il n'y en a pas un qui maîtrise ses dossiers. Il n'y en a pas un qui sait de quoi il parle. Sur le sujet des aidants, plein de fois, on m'a demandé si je pouvais ajouter des paragraphes par-ci, par-là sur les aidants. Les mecs ne savaient même pas ce que c'était exactement les aidants. Ils racontent n'importe quoi. Ils prennent les sujets, ils les foutent sur des programmes pour se dire « Ah, mais regardez, j'ai parlé des gens. Allez, ça fait 11 millions de votants par là, ceci, cela. » Sincèrement, en tant que citoyenne, moi, je suis assez dégoûtée de ça. J'espère que la politique sera récupérée par des gens qui... Croisant les doigts ? Oui, qui vont décider de se bouger et de se battre pour que... Et en collectif et pas pour le petit ego perso. Exactement, mais surtout pour que ça change. Et pas parce qu'ils veulent se faire élire à droite ou à gauche. Est-ce que je veux les municipales ? Est-ce que je veux les législatives ? Est-ce que je veux finir ministre ? Est-ce que je veux être président ? C'est dingue d'entendre ça parce que ton papa a été maire-ministre pendant combien de mandats à Nancy ? Écoute, pendant un peu plus de 30 ans, parce qu'il y avait la métropole aussi, donc je m'y perds phénoménal, à force, longtemps. Oui, donc énorme. Donc il y a vraiment quand on t'entend, et ceux qui aiment la politique, c'est encore, malgré tout, c'est de se dire qu'il y a un monde entre, et pourtant il n'y a pas si longtemps, et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait des gens engagés comme ton papa, et c'est des équipes ou ta maman, et d'autres qui aujourd'hui... ce qui s'est perdu, on est dans un monde qui se perd. Oui. Ce que j'ai vu au fur et à mesure... Je reproche beaucoup de choses à papa. Ça, mais il a toujours aimé Nancy. Oui, clairement. Ça a littéralement été ma concurrente, la ville de Nancy, en tant qu'enfant. Il passait plus de temps avec Nancy qu'avec moi. Donc, mais sa passion pour la ville, personne ne peut lui enlever. D'ailleurs, j'ai jamais vu même des gens de l'opposition lui enlever ça. Mais c'est ça qui a plu aujourd'hui. Les gens sont plus du tout passionnés. Ils veulent être élus. C'est plus personne n'est passionné. Moi, je suis passionnée par la santé, par exemple. Mais les élus aujourd'hui sont plus passionnés par leur ville. Ils se présentent pour devenir maire. C'est pas du tout la même chose. Ils se présentent pas pour améliorer les choses. C'est pareil. Ils sont plus passionnés pour devenir députés. Ils veulent arriver au cœur du pouvoir. Mais est-ce qu'ils s'intéressent vraiment à leur territoire ? Non. La grande majorité, quand on regarde les candidats, se sont jamais investis avant, connaissent pas forcément bien le engagement, territoire. je pense que ce sont des mots qui ont plus la même définition. Donc, j'aimerais bien qu'on sorte un peu de cette idée du pouvoir et qu'on revienne vraiment sur la passion et l'engagement. Un peu de passion, ça ferait du bien parce qu'aujourd'hui, la seule émotion qui reste quasiment, c'est la colère ou la peur. Parce qu'on a tous peur de la manière dont les choses sont en train d'évoluer. Moi, je suis furieuse, personnellement, de ce que je vois. J'en ai marre. La majorité des gens s'en fichent, à force. Il se passe tellement de choses que... C'est triste. Voilà, des choses graves deviennent des banalités. Exactement. C'est dramatique. Exactement. Quand on ouvre une chaîne d'infos... C'est épouvantable pour la santé mentale. Il vaut mieux la refermer assez rapidement. Où est la passion ? Où est l'engagement ? Où sont les idées ? Où sont les gens qui ont envie de se battre ? Mais en même temps, dans les conditions dans lesquelles on vit aujourd'hui, qui a encore du temps et de la passion pour se battre ? Bon, mais ça, c'est une autre question, mais qui est importante, aussi. Alors, depuis 2019, plusieurs ouvrages, et donc je l'ai dit, c'est le 5e. Tu animes aussi des conférences donc, sur la question des aidants. Quelle est la définition exacte de l'aidant selon toi? Parce que quand on regarde la définition exacte, ça paraît bête comme mot, on aide une personne. Mais non, c'est plus que ça. Alors, la définition, c'est techniquement tout simple. C'est quelqu'un qui aide de manière régulière un de ses proches malades, âgés ou handicapés au quotidien, sans être rémunéré. Oui. Après, il y a plein de gens qui se posent la question de où est la limite. Parce que c'est vrai que aider
c'est vague. Est-ce que si je donne un coup de main ponctuel, est-ce que j'aide un voisin, par exemple, je suis aidant? Oui, tu peux. Oui. Tu peux. Il y a entre 11 et 20 millions d'aidants, parce qu'on n'a plus de bonnes études depuis des années, donc on n'a pas de chiffres précis. C'est que des cas particuliers. Il y a des gens qui vont être aidants 40 heures par semaine, tu as des gens qui vont être aidants 2 heures par semaine. L'un n'empêche pas l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il faut parler que de ceux qui sont aidants 40 heures par semaine. Mais en tout cas, c'est un mot dont on n'entend parler que depuis 10-15 ans chez nous et qui a vraiment pris ces dernières années. Parce que pour la majorité des gens, c'était normal ou banal d'accompagner un de ses proches. Moi, je trouve que c'est important qu'on utilise ce mot parce que c'est un peu plus qu'être juste le proche, c'est parfois faire des tâches médicales, c'est parfois gérer les dossiers, coordonner les soins. Donc, il faut le dire, c'est faire beaucoup. Mais oui, c'est faire beaucoup. Et il y a des risques pour la santé aussi physique et mentale au fait d'être aidant. Donc, connaître le mot, ça permet aussi de se mettre dans une posture un peu différente, de se faire accompagner. Alors, je peux pas dire qu'il y ait énormément de droits, mais disons que ça permet d'avoir accès aux petits droits qui existent et plutôt aux associations et au soutien du tissu globalement associatif et local qui peut qui est toujours important aider en aussi. France. De manière générale, il y a beaucoup d'associations. Sur le sujet des aidants, il y en a encore trop peu. Malheureusement, elles sont très peu financées aussi. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Vu l'ampleur de la cause, ça mériterait qu'il y ait 15 fois, 20 fois plus que ce qu'il y a aujourd'hui. Mais bon. Sur le plan politique, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des choses gouvernementales qui ont été mises en place, notamment avec le ministre peut-être de la Santé, etc. Lequel Les derniers, qui changeront peut-être encore. Alors, c'est catastrophique. Et là, c'est pas juste le dernier ministre ou l'avant-dernier ministre. Il y a eu un plan aidant qui était bien. Et là, je sors vraiment des contextes de partis et autres. Celui de 2019, le premier, il était pas mal. Sincèrement, c'était un bon début. Il y avait une bonne base. Le problème, c'est qu'il est sorti 4 mois avant le Covid. Et le Covid a balayé le plan. Et oui. Tout le monde a réoublié les aidants qui étaient censés être une grande cause. Et alors, depuis... Il faut revoir la copie complètement. Depuis, c'est la cata. Depuis, c'est la catastrophe. Il y a vaguement le congé proche aidant qui est sorti ces dernières années, qui a été fait n'importe comment, de manière complètement illogique. Aujourd'hui, le congé proche aidant, c'est 3 mois dans la carrière d'un salarié. Déjà, tu as intérêt à bien viser. 3 mois, c'est court. C'est très mal indemnisé. Donc, il y a plein de gens qui ne peuvent pas le prendre parce que ça ferait baisser leur salaire un grand coup. Ça n'aide pas non plus. Tu peux le prolonger jusqu'à 1 an, mais il n'est pas indemnisé. Donc, si tu peux te permettre de faire 9 mois sans salaire, c'est pas donné à tout le monde mieux, aujourd'hui. Mais voilà, ça touche compliqué. Très peu de monde. Et en plus, il n'est valable que si tu aides une personne de plus de 60 ans ou une personne handicapée avec un taux d'invalidité de plus de 80%. C'est, pour te donner une idée, l'autisme sévère. Donc, le maximum de l'autisme, c'est 79%. Donc, 80%, c'est des cas très, très, très rares. Tous les autres, nada. Aujourd'hui, si tu accompagnes, on est en octobre, quelqu'un qui a un cancer du sein, par exemple, et qui a moins de 60 ans, il n'y a rien. Il n'y a rien parce que c'est une personne malade. Et si tu as entendu, j'ai cité personnes âgées et personnes handicapées, il n'y a rien aujourd'hui en France pour les aidants de personnes malades. Donc, je suis un poil désabusée sur le sujet. Clair, Voilà. Tu as été primée par l'Académie nationale de médecine pour ton livre Aidant, d'ailleurs, ces invisibles. Parmi les femmes exceptionnelles d'exception Forbes de l'année 2023. Bon, là, tu dis, j'ai été très étonnée parce que c'était un titre... Voilà, tu es forte, intelligente, déterminée, ça on le sait. Mais pour autant, bon, c'est un titre qui t'a plu, c'est honorifique, mais c'est tout. Alors, non, mais c'est surtout que... Surprise, parce qu'il faut savoir que pour ces prix-là, on postule. Et je venais de finir d'écrire mon 3e livre, qui s'appelait Ma famille, mon job et moi, qui était sur les salariés aidants. Donc, les aidants qui cumulent job à temps plein et le fait de s'occuper d'un proche. Ce qui, pour le coup, est très compliqué. Quand tu fais 35 heures au boulot et que tu refais 35 heures à la maison, en général, tu le sens passer. Et je me souviens très bien, j'avais coupé tous mes réseaux sociaux pendant des semaines. Et quand j'ai rallumé les réseaux sociaux, me demande pas pourquoi, c'est LinkedIn qui s'est ouvert. Pourtant, c'était pas le premier que j'avais envie d'aller voir. C'est pas le plus fun. Mais le premier post qui s'est affiché, c'était Forbes qui demandait justement si on voulait candidater. Et je me suis dit, un peu comme la même idée que 2017, je me suis dit, je viens littéralement d'écrire la conclusion. Et si j'allais soumettre mon idée d'aide aux salariés aidants à Forbes, parce qu'après tout, je me suis dit... Pourquoi pas ? Ils sont entrepreneurs, ça leur fera pas de mal de lire quelque chose sur les aidants.
Mais j'ai rempli un paragraphe sur le sujet des aidants. Et après, j'ai fermé la page, j'ai oublié, je suis allée fêter que j'avais écrit mon bouquin et je suis complètement passée à autre chose. Et un coup de téléphone. Oui, un coup de téléphone, j'étais en soirée, c'était un samedi soir, il était 23h. Je ne sais pas pourquoi j'ai décroché, parce que normalement, Comme déjà, quoi on décroche pas le samedi soir à 23h. Et c'était une journaliste de Forbes qui me dit on a besoin d'une photo pour demain 8h du matin. Et j'étais au milieu de ma soirée, j'ai demandé à tout le monde d'enlever la musique. Je fais attendez, pardon, vous êtes qui et j'ai une photo, mais. Et oui. Ah bah, je vais trouver, mais pourquoi une photo? Elle Génial. m'a dit mais je peux pas vous dire. Mais on a besoin de ça. Voilà, donc à 23h, j'ai réveillé mon éditrice, la pauvre. Je lui ai dit, j'ai besoin d'une photo pour Forbes. Il y a eu un blanc, elle m'a dit, je t'envoie la photo de la promotion du livre. Donc j'ai envoyé la photo, puis j'ai plus une nouvelle. Et 3 semaines après, le magazine est sorti, je me suis dit, ok, donc ils avaient besoin d'une photo pour ça, c'était bien ça. Donc bien sûr, j'étais contente, hein, mais ça me paraissait un peu surréaliste. Parce et puis bien coup, te connaissant, surtout pour qu'on parle de cette cause des aidants qui te tient plus que tout à cœur, et que donc, mine de rien, de parler d'Hélène Rossitto, du docteur, mais surtout de ça, tant mieux. Et puis si c'est par l'intermédiaire de Forbes ou d'autres choses, génial. Complètement. Non mais puis ça a changé, je me suis dit, pour une fois, on parle pas que de start-up ou de choses comme ça dans ce magazine-là. On parle d'un sujet ultra humain qui est au cœur de toutes les entreprises. On fait un clin d'œil parce que je crois que c'est Dominique Buisseau et toutes ses équipes de Forbes qui fait un sacré boulot. Et c'est vrai que quand il sort le magazine des femmes Forbes, voilà, c'est assez génial. À 15 ans, on va revenir un peu en arrière pour qu'on comprenne mieux les bouquins, etc., dont celui-là. Hormis que tu sois la fille d'eux, on te fait un diagnostic qui arrive et qui vous est certainement ou pas arrivé, mais ça peut arriver, de ta maladie, puisque on ne l'apprend que dans ce 5e ouvrage, qui est une spondyarthrite ankylosante. Et alors, je te laisse raconter l'anecdote qu'on peut prendre avec du recul et sourire, qui ne te faisait certainement pas rire à l'âge de 15 ans, où le médecin te dit en gros, raconte. Alors, à 15 ans, on m'a pas diagnostiqué avec la spondylarthrite. À 15 ans, quand je suis allée voir un premier médecin spécialiste des mains, parce que alors, à sa décharge, j'avais des symptômes Voilà, il y avait des symptômes. Voilà. Oui, mais ils étaient bizarres, parce que maintenant que je connais bien la spondylarthrite, elle a commencé de manière complètement inhabituelle par rapport aux symptômes. Ah oui. La spondylarthrite, juste pour que les gens comprennent, donc, c'est une maladie inflammatoire auto-immune. Donc, en gros, on fait des anticorps et on attaque majoritairement les hanches et le bas du dos. Et donc, ça fait des douleurs d'abord lombaires. Oui. Et après, on peut avoir des symptômes un peu partout dans le corps. Mais le symptôme habituel reste la douleur au dos. D'accord. Moi, pendant des années, j'ai commencé par les douleurs un peu partout ailleurs et pas les douleurs au dos. Donc, j'avais mal au poignet à l'époque. J'avais des tendinites absolument partout, au point que certains moments, je pouvais pas fermer la main pour tenir un crayon. Ah oui. Et c'était bizarre, ça. Enfin, pour moi, c'était bizarre à l'époque. Je comprenais pas très bien. Et donc, en quelques minutes, le premier médecin m'a dit « Je suis désolée, vous avez une fibromyalgie. On sait pas exactement ce que c'est. Ça se traite que par antidépresseurs, mais vous avez 15 ans, je vais pas vous donner des antidépresseurs, donc on peut rien faire. » Super. Ah bah, je me dis, c'est ok. Quand on entend ça, que ce soit à 15 ans ou à n'importe quel âge. Voilà. Mais c'était. Oui. Voilà. Un docteur de Nancy qu'on ne citera pas. Non, on le citera pas, mais il a été adorable. C'est juste qu'il savait pas. Lui, il a été gentil. C'est le suivant qui a posé problème. Il s'est planté, mais tous les médecins peuvent se planter sur un diagnostic. Honnêtement, à lui, je lui en veux pas. Ses équipes ont été super. Ils m'ont mis ce qu'on appelle des orthèses. C'est une sorte de plâtre sur les poignets. Les deux, du coup, pour essayer de soulager un peu les tendinites. Et je me suis dit, si celui-là, il trouve pas, il faut peut-être qu'on aille voir ailleurs. Donc, on a cherché, on a trouvé un grand professeur parisien. Alors lui, par contre, je lui en veux. Quand je suis arrivée dans son bureau, au bout de 3 minutes, il m'a pris mes orthèses et il m'a dit, bon, on peut les jeter, elles servent à rien. D'accord. Ok. Et du coup, vous avez une autre idée, un autre truc, voilà, c'est ça. Ah bah non, rien. Donc, je suis désolée, je sais pas, mais en tout cas, vous pouvez les laisser là. Voilà, ça ne vous servira strictement à rien. Il était odieux, désagréable, condescendant. Il en avait absolument rien à foutre que j'ai mal. Je sais même pas s'il m'a vraiment cru, en soi. Oui. Il a eu l'air de trouver les orthèses très exagérées, mais en même temps, il n'a pas du tout cherché à savoir où était le problème non plus, ni même pourquoi elles étaient là. Mm-hmm.
Je n'ai pas Comment compris. tu te sentais à ce moment-là? Parce que bon, alors tu parles d'un exemple terrible d'un médecin comme ça. Après, Dieu sait si nous avons des médecins géniaux et fantastiques. Il en existe beaucoup. Il y en a beaucoup des géniaux. Il y en a quand même aussi qui se comportent comme le deuxième. Bien hein. sûr, oui. Ça, c'est un de mes combats de manière générale. Pas que chez les médecins, d'ailleurs, les professionnels de santé de manière générale. Et les gens, quand on élargit, parce que le nombre de gens, quand on dit j'ai mal, qui ne croient pas, n'écoutent pas, sont condescendants, disent de serrer les dents, disent d'arrêter de se plaindre, etc. Je ne supporte pas ça. Ouais. C'est C'est malheureusement notre monde si tu veux, on égoïste. échange. Si tu veux, on échange. Oui, je oui. te file la spondylarthrite et après, Bien moi, sûr. j'arrête de me plaindre, il n'y a pas de souci. Mm. J'étais furieuse. Quand j'ai dû claquer la porte, ma pauvre maman m'a suivie, mais elle m'a suivie. J'ai claqué la porte d'un grand nombre de cabinets médicaux dans ma vie, avec maman derrière moi qui s'excusait. Mais elle s'est pas excusée ce jour-là. Je pense qu'elle était contente que j'ai claqué la porte. Elle est juste sortie avec moi. Je me suis sentie humiliée par ce médecin. J'avais pas du tout l'intention de faire médecine encore à cette époque-là. Mais une fois que j'ai fait médecine, j'ai pas oublié cette expérience-là. Je me suis dit que jamais je me comporterais comme ça. Peut-être que je me planterais, parce que ça peut arriver. Et c'est pour ça que j'en veux pas du tout au premier. Parce que il m'a cru, il m'a écouté. Certes, il s'est planté, mais ça arrive. Mais il m'a respecté. Il a essayé de trouver une solution. Le deuxième, il m'a pas du tout respecté. Alors, et d'ailleurs, l'ouvrage est lié. Tu te poses la question, tu dis qu'est-ce que vous auriez aimé savoir qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu as appris ta maladie? Ce que j'aurais aimé savoir aujourd'hui, c'est parce que le livre il sort, c'est la question qu'est-ce que tu aurais aimé savoir à cette époque-là que tu n'as pas su, qui était pour toi un vide, enfin un truc abyssal, quoi. Alors, j'aurais aimé savoir que j'étais pas dingue, parce que ça, c'est une question... Et que cette maladie, dont d'autres, et certainement les gens qui nous écoutent, beaucoup souffrent, en tout cas, il y en a certains qui souffrent de maladies qui sont terriblement douloureuses comme la tienne, et pour autant, on vit avec, et on trouve aussi des solutions. Complètement. Mais à cette époque-là, si tu me demandes à 15 ans ce que j'aurais aimé savoir, c'est que déjà, j'inventais pas, parce qu'il y a des on finit par se demander, en particulier quand on a 15 ans, quand il y a un grand professeur face à soi qui dit globalement, rien à faire, c'est pas sérieux, on se dit, mais j'ai quand même mal. On en arrive à douter, parce que le mal n'est pas constant. Donc quand ça va mieux, on se dit... Est-ce que j'étais juste sensible? Est-ce que tout le monde, en fait, a un peu mal et le dit juste pas? En fait, c'est douter de ce dont tu souffres. Donc, c'est ça qui est dingue. Exactement. Et j'ai eu le bon diagnostic qu'à 29 ans, quand même. Ah oui. Entre 15 ans et 29 ans, il s'en est passé des choses. Alors, j'ai fait plein de symptômes différents pendant 15 ans. Et avec des douleurs, il faut le dire, atroces. Dieu merci, pas tout le temps, mais c'est clair qu'il y a eu des passages pas très sympathiques. Dieu merci, je suis une patiente intéressante. Au moins, parce que j'ai vraiment... pathologie par pathologie, à chaque fois que tu peux avoir les symptômes les plus bizarres qui soient, ils sont pour moi. C'est-à-dire, je fais jamais le classique. Je fais toujours la version un peu bizarre, mais au moins, en tant que médecin, ça m'a distrait d'essayer de comprendre ce que j'avais au fur et à mesure des années. Mais c'est la preuve que ça aide pas d'être médecin. Qu'à 29 ans, tu te dis de 15 à 29 ans, il y a eu que des diagnostics ou en tous les cas des médecins qui t'ont dit faites ça, mais c'est tout. Je me suis diagnostiquée toute seule à 29 ans. Aussi. Oui. Médecine m'a finalement été utile à la toute fin. Après, à la décharge de tous ceux qui me suivaient, les médecins sont particulièrement mal suivis, surtout pendant leurs études, parce que quand on est externe, la seule chose qui nous intéresse, c'est les concours. On n'a pas le temps d'aller consulter. Donc, on n'a pas un médecin traitant qui a un dossier, qui nous suit, etc. On fait avec les moyens du bord. On est en stage à l'hôpital. S'il y a un problème, on en parle pendant le stage. Et on change tout le temps. Et quand on est interne, en plus, on change de ville en général. Donc, déjà, on rompt le lien avec les médecins d'avant. Et pareil, on change tous les 6 mois. Donc, quand on a un souci de santé, on est entouré de médecins. On en parle aux médecins autour de nous. Et 6 mois après... on en parle au médecin suivant, puis au médecin suivant. Et donc, personne ne fait le lien entre tous les symptômes qu'on a. Et moi, j'ai mis un temps fou à me rappeler de quels symptômes j'avais eu à quel moment. Par contre, quand j'ai eu l'idée de la spondylarthrite, avec ma fameuse anecdote de la baignoire... que tu peux raconter. Je peux raconter. J'étais dans une baignoire en cure. Je m'ennuyais ferme, parce que je suis un peu hyperactive et que la baignoire à bulles... C'était sympa, c'était pour mon dos. Mais c'était long. On était dans le noir, il y avait des lumières, bref. Et je m'étais dit,
T'arrives à la fin de tes études, on est en fin d'année, bonne résolution pour janvier, trouve ce que t'as. Parce que là, quand même, ça commence à devenir un peu handicapant. T'as quand même fait médecine, fais un effort. C'est soit t'as rien, c'est dans ta tête et en fait, t'es complètement dingue parce que quand même, bon. Soit il y a Ça traverse l'esprit de temps en temps, bien disons, sûr, on est peut-être un peu dingue. c'est soit il y a quelque chose. Et là, quand même, Oui. il serait peut-être temps de le trouver. Parce que j'avais des symptômes bizarres. J'avais un doigt qui gonflait d'un coup, un genou qui gonflait d'un coup, une aponevrosite, donc une douleur sous le pied qui restait pendant des mois. Mais j'avais toujours une raison d'avoir le symptôme. J'avais dû me cogner. Symptômes que d'autres malades de cette même maladie ont. Oui. Ils les ont. Mais en fait, déjà, c'est étendu. Oui. Et surtout... Je trouvais immédiatement, parce que je suis très rationnelle, une raison. Ouais. Le genou, j'avais dû me cogner. Je suis très maladroite, je me cogne tout le temps, c'est crédible. Le doigt, pendant mon sommeil, j'avais dû le retourner. Oui. L'aponevrosite, je venais de faire le Nancy-Metz à pied. J'avais donc dû exagérer. Peut-être, oui. Voilà, mes chaussures devaient pas être bien. Ouais. Et pour cette fameuse douleur lombaire qui était arrivée assez rapidement, vers 18-19 ans, manque de peau, j'avais une hernie discale. Mm-hmm. Donc, j'avais une excuse, en tout cas une explication rationnelle qui fait que j'étais pas allée chercher plus loin. Et il y a plein de patients avec une spondylarthrite qui ont en fait eu une hernie discale, une petite, et du coup, plus personne n'allait chercher. Ou qui ont une scoliose, par exemple. Ouais. Et personne ne va chercher parce qu'il y a une autre cause de mal de dos. Sauf que ma pauvre hernie discale, qui devait faire un demi-centimètre, elle pouvait techniquement pas être responsable de douleurs au dos pendant 10 ans. Ça n'avait aucun sens. Mais c'est juste que personne ne l'avait remis en question. J'ai quand même atterri chez le neurochirurgien pour qu'on m'enlève ma hernie discale. Dieu merci, le neurochirurgien m'a regardé cette fois-ci comme si j'étais dingue. Il m'a dit, je vais pas vous opérer. C'est pas ça qui vous fait mal. Je dis, mais si. Enfin, je dors plus, j'ai mal. Il m'a dit, non. En plus, c'était pour une opération énorme que j'avais été envoyée vers lui. On voulait m'enlever un disque, il fallait tout ouvrir. M'opérer de la colonne vertébrale. Dieu merci, il m'a dit non parce que pour le coup, j'ai tenté de le persuader. Merci encore. Je sais plus comment il s'appelait ce professeur, mais celui-là vraiment, il fait partie des bonnes ondes. Qui m'a pas écouté parce qu'en fait, ça n'avait aucun rapport. Et donc dans cette fichue baignoire. Je laissais traîner mes pensées un peu. À l'époque, je ne savais pas que je fonctionnais comme ça. Mais en fait, c'est comme ça que je fonctionne. Il me faut toutes les données d'un coup. Et après, il faut que j'arrive à lâcher prise complètement. Et ça se met dans le bon sens tout seul. Et donc, dans mon bain, j'étais finalement détendue. Et je me suis rappelé que quand j'étais externe, j'avais un interne, donc plus vieux que moi, qui avait toujours mal au dos. Et qui devait avoir à peu près le même âge que moi dans ma baignoire. Et il faisait de la mobilité le matin. Je me souviens, c'était très particulier. Je l'aimais beaucoup. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il avait déjà ? Pourquoi il avait mal au dos ? J'ai fini par me rappeler au bout de quelques minutes du nom de la pathologie, spondylarthrite ankylosante. Je me suis dit, c'était pas dans ta liste, ça, de trucs à explorer. Et c'est quoi déjà ? Parce que je l'avais pas revu depuis le concours de l'internat. Et honnêtement, j'étais passée un peu vite sur ce chapitre-là. Le nom était barbare, c'était pas bon. Et en sortant de la baignoire, je suis allée sur Google en peignoir, en mode trempé. Et je me suis dit, par curiosité, je vais quand même aller voir. Je cherche la liste des critères diagnostiques. Me sort une liste grande comme ça. Je lis. La spondylarthrite, c'est pas un diagnostic où, par exemple, on te fait une prise de sang et ça te dit ce que tu as. Et c'est une liste de critères qui te font un score. Donc, en fonction des symptômes, chacun fait 1 point, 2 points, etc. Et à partir d'un certain nombre de points, tu as le diagnostic. Et donc, je lis, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La totale. Et j'arrive même pas à la partie radiologie où il faut l'IRM, etc. Et je me dis, mais attends. Tu coches tout. J'ai assez de points pour me diagnostiquer là tout de suite, sans même avoir fait ni la radio, ni la génétique, ni rien du tout. Et donc, j'ai appelé ma mère depuis la cure, alors que le téléphone n'était pas autorisé. Toujours en maillot de bain, toujours au milieu des gens, en claquette. Je lui ai dit, je crois que j'ai trouvé ce que j'ai. Elle a fait un peu la même tête que toi. Elle me dit, comment ça, t'as trouvé ce que t'as ? Je dis, je crois que je l'ai trouvé. Et quand je suis rentrée, j'étais encore en stage à la PHP. Je suis allée en parler à mon patron, parce que je connaissais personne comme médecin à Paris. Et je lui ai dit, je pense que j'ai une spondylarthrite. Et il m'a dit, mais pourquoi ? Donc, je lui ai donné la liste et il m'a dit, bah oui. Et il m'a dit, écoute, mon fils a une spondylarthrite ankylosante. Je te donne le numéro de sa rhumato. On appelle ensemble. 15 jours plus tard, ça c'est le seul avantage d'être médecin. J'ai rendez-vous chez la rhumato qui me dit, bon diagnostic, on va faire l'IRM, la prise de sang génétique, etc. pour confirmer. Mais effectivement, ça a l'air d'être ça.
Un mois plus tard, le diagnostic était confirmé. Ouais. J'étais plutôt fière de mon coup pour une fois. En tant que médecin, en tant que patiente, j'étais contente d'avoir enfin un diagnostic. En tant que médecin, Et comment? j'étais assez fière de l'avoir diagnostiqué. C'est clair. Mais ouais, on était plusieurs dans ma tête à ce moment-là. Les réactions n'étaient pas... En tout cas, cet ouvrage, c'est l'aboutissement d'un travail énorme. Oui. Alors, sur toi, sur ce que tu avais envie de dire, c'est la première fois que et pas que dans un livre d'ailleurs, où au grand public, tu dis, voilà, j'ai eu ça, j'ai souffert de ça, et d'une façon, le mot exact est, oui, alors authenticité qui est un mot que j'aime en plus, mais plus que ça, en transparence vraiment, où tu dis, c'est un état des lieux à tout niveau. Qu'est-ce que tu as envie quel est le message que tu as envie de faire passer de conseils de femmes, mais pas que des femmes, des hommes aussi, qui souffrent de ce que tu as souffert, pour autant où on te détecte une force, où ça donne la chair de poule dingue. Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus? Quel est le message que tu veux faire passer, qu'on apprend en lisant, mais... Il n'est pas que pour les patients de spondylarthrite, il est pour tous ceux qui ont mal, parce que j'ai envie de dire, c'est un hymne à la vie aussi, d'ailleurs, pas que pour les malades. On est tout à fait d'accord. Mais j'ai voulu mettre d'autres pathologies, parce qu'il n'y a pas que la mienne. La mienne, personne ne la connaît. Spondylarthrite ankylosante... Il y a combien de cas? Écoute, entre 150 et 200 000, c'est pas beaucoup, énorme. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Mais il y a plein de maladies douloureuses que les gens connaissent pas bien. L'algie vasculaire de la face, dont je parle dans le livre. Je fais une parenthèse avec Candy Satias, que nous avons eu, une invitée qui est connue, l'œil de la connaissance sur les réseaux. Waouh, qui est touchante, incroyable. Elle s'occupe de autisme aussi pour son frère. Mais elle souffre de ça quand elle en parle. Alors elle fait avec la caméra et on la voit grandeur nature. Ça a l'air parce que tu n'habites pas sa maladie, mais tu vois très bien, et on se doute pour toi pareil, que en fait, ce qui est beau dans ton bouquin, c'est que tu mets en valeur l'incompréhension des gens. Notre incompréhension, et la mienne y compris, tu me dis que je souffre, oui, je compatis, mais pas à hauteur de ce que c'est vraiment. Personne ne peut jamais savoir ce qu'on vit. De toute façon, on peut parler de douleur. Moi, je sais, en tant que médecin, pour le coup, que l'algie vasculaire de la face, par exemple, on l'appelle la maladie du suicide. Oui. Ça a l'air terrible. Ça a l'air terrible. Et moi, je les vois souffrir. Mais tout ce que je peux savoir, c'est ce que moi, je ressens quand moi, j'ai mal. C'est ce qui rend le sujet si compliqué. C'est que tu peux pas imaginer plus que ce que tu as vécu. Oui. C'est physiquement, tu n'as aucune idée de ce que c'est. Et en plus, on oublie assez vite la douleur. Donc, on peut compatir, mais on peut pas comprendre. Ce que tu dis, au-delà de la douleur, ce que l'on ressent, c'est peut-être plus encore la colère. T'as une colère envers les gens de te dire, mais punaise, il a pas l'air de se rendre compte que c'est terrible. Et ça a dû être le cas d'amis, de famille, mais surtout de médecins. Alors, le bouquin est né d'une engueulade avec un ami. Ah! Parce que c'est important. Et après, je reviens sur ta question de ce que les gens... Oui. J'étais dans un taxi, j'étais en pleine crise, et j'avais pris de la cortisone. Parce qu'il fallait que j'aille assurer justement une émission, et je pouvais pas y aller en n'étant pas bien. Et c'était un de mes meilleurs amis qui s'inquiétait pour moi. Je sais que ça partait d'une bonne intention. Pour le coup, le fond était gentil, la forme nulle. Mais je me souviens très bien qu'il m'a dit, tu prends trop de médicaments. Je lui ai dit, j'en prends beaucoup. Oui. Mais qu'est-ce que tu veux? J'y peux rien, j'ai tout le temps des symptômes partout. Et là, en plus, j'avais des symptômes allergiques par-dessus. Bref, j'avais besoin de la cortisone. Et il m'a dit, est-ce que tu as déjà essayé la méditation? Tu t'es dit, il se fout de moi. Je me suis dit, comprends vraiment pas, là. J'ai déjà essayé la méditation. J'ai toujours mal. Ma spondylarthrite est toujours là. Je dis pas que la méditation, c'est pas bien. Je dis juste que ça remplace pas la cortisone. Bien sûr. Et là, il a commencé à m'expliquer que lui, il prenait très peu de médicaments, et que quand il en prenait, c'était de confort. J'ai eu un peu de mal à rester... Zen. Oui, et poli. J'avoue. Je suis pas sûre que le taxi ait apprécié la suite de la conversation. Je lui ai assez vite raccroché au nez. Et sur le moment, je me suis dit, si j'avais écrit un livre sur la douleur, cette fois-ci, je lui aurais balancé s'il avait été dans le taxi. Et 30 secondes après, je me suis dit, il faut écrire le bouquin. C'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça, parce que cette fois-ci, en tant que patiente,
Il n'y a pas grand monde qui comprend. Et en tant que médecin des aidants, ça doit pas être facile d'accompagner quelqu'un qui a mal si tu comprends pas. Ouais. Bon, j'ai mis l'idée un peu de côté après, mais 15 jours, 3 semaines après, je me suis dit, je vais quand même en parler à Alice, mon éditrice. Puis Alice, mon éditrice, a dit oui, bonne banco. idée, banco, on y va. Mais à ce moment-là, j'avais pas du tout prévu de parler de moi, j'avais juste prévu de parler de douleur. Vraiment. Ce qui était le cas des livres d'avant, des 4 d'avant. Hein. Voilà. J'avais dans les livres d'avant, je parlais des aidants, je racontais des histoires. D'ailleurs, j'ai commencé par, comme d'habitude, récupérer des histoires, demander des témoignages, interroger des gens, jusqu'à ce que je me dise, quand même, là, je comprends vraiment bien ce qu'ils me racontent, c'est passionnant. Donc, en fait, on vit tous la même chose. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et du coup, le message du bouquin, et je l'ai appelé pour ça aussi. Dans les maladies chroniques, on n'en guérit pas. D'ailleurs, il y a rien qui m'exaspère plus que, même si encore une fois, c'est par une bonne intention, que bon rétablissement. Oui. Ou ce que tu détestes, prenez soin de vous, des choses comme ça. Il y a des mots qu'on a tendance à dire et qu'on se dit. Mais je sais, mais bon rétablissement, c'est gentil à chaque fois. Enfin, c'est pas. Mais parce qu'en fait, on se rétablit. On ne soigne pas la spondylarthrite, donc je me rétablirai pas. Mais après, en général, peut-être qu'un jour. Merci. J'aimerais bien, oui, mais je réponds merci parce que si à chaque fois je dois répondre excusez-moi, mais alors en fait je vais pas vraiment me rétablir, c'est juste la crise qui va aller mieux, mais bon bref. Quand on t'entend ou quand on vous entend à travers des maladies comme ça très différentes les unes des autres mais rares et donc on sait on ne le sait pas à mon avis que finalement ça ne se soigne pas et que donc malheureusement tu vas devoir faire avec et que c'est comme ça. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il faut te dire alors pour être dans la compassion normale et que tu sois quelqu'un qui prenne les choses bien? C'est une bonne question. À la limite, je préfère soit rien, soit bon courage, soit si tu as besoin de quelque chose. Ou une action, ou un truc qu'on fait pour toi. Et voilà. Ou de comprendre, par exemple, si je suis plus silencieuse ou si je dis, voilà, là, je vais me reposer, je viendrai pas ce soir, par exemple, ou autre. Il n'y a pas besoin de me dire bon rétablissement, juste de pas me faire une scène parce que je suis pas venue. Ouais. Perso, je préfère ça. Mais c'est vrai que l'idée du bouquin, c'était. D'ailleurs, il s'appelait pas du tout comme ça au tout début. Il s'appelait comment? Au tout début, mon idée, quand j'étais pas dans le bouquin, c'était... Qu'est-ce que c'était? C'était « J'ai mal, tu souffres ». C'était très noir. Oui. Ah oui. Et ça correspond pas du tout à ce que j'ai écrit. Ça correspond à ce que j'ai écrit au tout début. En janvier-février, quand j'étais pas dans le livre, je me suis plantée, j'étais partie sur une sorte d'essai sur la douleur. Ça allait pas du tout. Ouais. Et je me suis interrompue en février, je suis partie en mars-avril retravailler, et je suis revenue en mai, après avoir réfléchi pendant 2 mois quand même au milieu, Dieu merci, en travaillant. Et quand avec beaucoup plus de positivité et d'envie de dire on fait quelque chose de plus lumineux. En fait, ça m'a fait travailler sur moi d'écrire ce bouquin. Donc, en mars et en avril, j'ai beaucoup réfléchi à mon rapport à la maladie, comment j'avais vécu les choses, à ce que moi je savais, que je pensais et que j'avais vécu et que j'avais pas mis dans le bouquin jusque-là. Et au fur et à mesure, je me suis dit, il faut quand même peut-être que tu parles un peu de toi. Et donc quand je suis revenue en mai, j'ai relu le bouquin, je me suis dit, non, ça va pas du tout. Et j'ai rappelé Alice. Génial, c'était la très bonne idée. Oui. Alice ne s'ennuie jamais avec moi. J'ai rappelé Alice et je lui ai dit, je sais que je dois te le rendre dans 1 mois, mais en fait, je pense que je vais supprimer les 3/4 de ce que j'ai déjà écrit. Et je vais changer, je vais parler de moi. Voilà. Ah, il y a eu un blanc encore, mais pas sur le fait de parler de moi, sur le fait de supprimer les 3/4 du bouquin un mois avant il fallait retravailler. rendu. Parce que cette fois-ci, contrairement au premier bouquin, certes, je savais écrire un bouquin, mais je savais que 1 mois, c'était court pour le réécrire. Ouais. Et en fait, tout le parcours que moi j'ai fait en mars, en avril et en mai, du coup, parce que il est dans le bouquin et c'est pour ça qu'il s'appelle Revivre malgré la douleur, parce que l'avoir écrit m'a fait revivre. Pas le fait d'en parler, de communiquer dessus, te fait revivre. Exactement. Le fait de comprendre ce que je vivais, de réfléchir à ce que j'avais vécu, d'accepter de lâcher prise, parce que pour le coup, c'est... Écrire un bouquin, c'est la version maxi du lâcher prise et pour quelqu'un comme moi qui avait toujours été dans le contrôle. Et comme je te dis, j'ai grandi sous l'œil des gens, donc j'avais toujours maîtrisé à 100% tout ce qui sortait, que je disais, etc. Jamais montré qu'on est vulnérable, jamais montré... Et là, patatras, on change. Et là, je me suis dit, on fait l'inverse. Je fais les choses qu'à 100%. Donc, je me suis dit, si tu parles de toi, c'est pas 3 phrases. Dans ces cas-là, à poil. Ouais. Je confirme, je me sens bien à poil. Depuis que le bouquin est sorti, je me sens à poil. Mais ça fait un bien fou. Et je me suis rendu compte... Ça fait un bien fou pour toi et pour les gens de dire elle parle... Je l'espère. Je l'espère. Mais c'est ça que j'ai appris. Moi, j'étais persuadée qu'on allait me regarder différemment. Et c'est pour ça que j'avais jamais osé en parler, même à mes proches. Il y avait que ma mère qui m'a toujours soutenue depuis le début, à qui j'en parlais vraiment. Mais aucun, ni compagnon, ni meilleurs amis... Il n'y a pas d'allusion d'ailleurs à ton papa ou à ta maman?
Maman, si. Oui, ta elle est maman, beaucoup. Mais parce que elle a toujours été là au rendez-vous avec moi. Oui. C'est elle qui. Donc, surtout, j'ai la chance qu'elle une m'ait cru. évidence d'être la maman et qui s'occupe de sa fille. Mais il y a beaucoup de patients qui ont des parents qui ne les croient pas. Mhm. Ou qui leur disent bouge-toi un peu, ça va aller, va faire du sport. Oui, bien sûr. Arrête de m'embêter, c'est bon. C'est ça, arrête de te plaindre. Oui. Moi, alors pour le coup, le privilège ultime que j'ai eu, c'était même pas qui étaient mes parents, c'est que ma mère m'ait cru depuis le début. Parce que je pense que c'est une des pires épreuves en tant que patient de ne pas être cru par tes proches. Mais les autres, je leur en avais jamais vraiment parlé, à part quand j'avais une grosse crise. Mais honnêtement, en grosse crise, j'ai plus tendance à plus parler du tout parce que je suis au fond de mon lit. Chez moi. Encore aujourd'hui, ce sont des crises. Un peu moins régulière parce que maintenant j'ai un traitement qui fonctionne bien, mais jusqu'à mes 29 ans, il n'y avait pas de traitement. Donc forcément, j'en avais régulièrement. J'ai un stage d'internat qui a sauté à cause de ça parce que j'ai eu une crise qui a duré quasiment 2 mois et que je ne pouvais pas marcher et que donc, du coup, je ne pouvais pas aller travailler. Mais c'est vrai que le fait de finalement parler, de ne pas être rejeté, au contraire, j'ai été plus aimée en fait. Tu en parles aussi dans les conférences que tu donnes dans les entreprises. Exactement. Mais ça m'a fait un bien fou et c'est ce que je souhaite aux gens et c'est pour ça que j'en ai parlé. Et je sais qu'on a peur de parler quand on est malade, on se dit qu'on est obligé de garder un masque. Je comprends. Tu dis qu'il faut le faire tomber, toi. Ouais, je dis qu'il faut le faire tomber et que ça fera le tri. Parce que j'ai aussi eu un nombre de témoignages de dingue de gens qui sont pas soutenus ou qui ont des relations assez épouvantables, de femmes dont les maris leur demandent de pas vivre au même étage qu'elles quand elles sont en crise pour pas les voir parce qu'ils n'ont pas envie. Wow. Je l'ai eu 3 fois celui-là. T'as jamais eu un compagnon comme ça? Dieu merci, non. Non. Mais alors je comprends qu'on n'ait pas envie de partir pendant une crise quand on est particulièrement vulnérable, mais j'avais envie de dire aussi aux patients et aux patientes en particulier, c'est pas parce que vous êtes malade que vous méritez pas d'avoir des gens qui vous soutiennent. Ouais. Et vous n'êtes pas un boulet, vous n'êtes pas un fardeau. Tout le monde a ses défauts. Certes, votre maladie, c'est pas cool, mais il y a des gens qui arrivent avec d'autres bagages. Chacun a son bagage. Et vous mettez aussi une barrière à l'intimité si vous racontez pas ce que vous vivez. Parce que l'autre n'a pas la chance d'essayer de vous comprendre. Il peut pas vous aider correctement si vous lui racontez pas. Et je dois dire que de l'avoir fait en même temps que je l'écrivais, ça a été alors, une thérapie c'était T'aurais dû le faire avant. Oui, j'aurais dû le faire avant. Attendre le 5e, bon. Mieux vaut tard que jamais. Non, j'étais pas prête. Pour le coup. C'est ça. Allez, sincèrement, si j'avais dû l'écrire il y a 5 ans, j'aurais pas du tout écrit le même. Même comme tu t'adresses différemment dans tes conférences, aujourd'hui avec celui-là qui est sorti, oui certainement. Oui. Et donc tu as grandi. Complètement. Pendant des années, j'étais l'experte. Et juste l'experte. C'est bien, hein, l'expertise c'est important, mais c'est vrai que je montrais jamais pourquoi je comprenais. Et parfois, ça fait plus rigide ou ça fait plus donneur de leçons parce que tu viens, t'expliques ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et je dis pas qu'elles étaient pas bien les conférences, j'ai jamais eu aucun souci là-dessus, mais c'est vrai que depuis que j'ose parler un tout petit peu de moi dans les confs, je sens que ça accroche encore plus parce que les gens s'identifient et surtout rajouter un peu d'expérience à l'expertise. Les gens se sentent sûrement moins jugés. C'est clair. Donc je regrette pas. Mais c'est vrai que j'ai testé toutes les conférences de 2025 et de fin 2024. À partir du moment où j'ai eu l'idée du bouquin, j'ai commencé à parler tout doucement, à glisser quelques phrases par-ci par-là, juste pour voir comment ça allait réagir dans la salle. Est-ce que tout le monde est horrifié ou est-ce que en fait pas du tout. Et en fait, c'est plutôt un élan magnifique. En fait, il y a plein de gens qui m'ont dit mais ça fait un bien fou de l'entendre. Donc je me suis dit bon, parler vrai aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, je pense que c'est. Si vous insistez tous, je vais être honnête. Voilà, donc pour le coup. Magnifique. En tout cas, il faut vraiment le lire parce que c'est vrai que voilà, ça donne la chair. Outre pour les gens qui souffrent de quelque chose, mais même pour ceux qui ne souffrent pas de grand chose, tant mieux pour eux. Il y a une positivité, une envie de croquer la vie et voilà, et une résilience. C'est un mot qui t'est cher aussi. Qui est extrêmement forte. On le disait en rigolant quand on prenait le taxi ce matin, c'est que les gens qui souffrent de beaucoup de choses très fortes, en général, n'en parlent pas. C'est ceux qui ouvrent leur bouche, on pourrait dire vulgairement leur gueule, régulièrement, qui se plaignent tout le temps, qui souffrent en fait de rien du tout. C'est la vie qui est comme ça. Ouais, mais ce serait bien que ceux qui souffrent le disent aussi. Parce que honnêtement, j'ai pas envie de juger ceux qui osent
dire que ça va pas. Mais toi, tu leur dis, osez le dire quand même à un moment. Oser le dire de manière générale, parce que les choses bougeront pas. Je le vois en entreprise. D'habitude, j'interviens sur les aidants. Je commence à intervenir aussi, du coup, sur la douleur. Bien sûr. Et il y a plein de gens qui me disent, bah, c'est vrai que si j'en parle, je sais pas si ça va être bien pris ou pas. Et d'autres qui disent, mais si, moi j'en ai parlé, j'ai une endométriose par exemple ou autre. Et ben mes collègues, certes, ils connaissaient pas bien, mais je leur ai expliqué ce que c'était. Et du coup, ils font attention à moi, en particulier quand j'ai des crises, en particulier sur la période des règles. Et c'est pareil avec les autres maladies. Quand finalement on ose en parler, déjà on fait le tri dans ses collègues, et surtout on se rend compte en fait déjà qu'il y en a d'autres qui vivent la même chose et qui n'avaient juste pas non plus osé le dire. Moi j'ai rencontré plein de gens maintenant qui ont une spondylarthrite, une endométriose, un cancer, une algie vasculaire de la face, des gens que je connaissais, je savais pas du tout, et ils savaient pas pour moi. Et donc en fait entre malades, entre gens qui ont mal, etc., on finalement se dit toi aussi. Oh, bah, encore une fois, c'est le collectif. Exactement. Et on se soigne ensemble. Et ça fait un bien fou. Bah, et surtout, en fait, je me suis rendu compte qu'on était très nombreux et que nos voix portent. C'est juste qu'on les utilise pas. Donc, si on laisse parler uniquement ceux qui vont pas si mal que ça, etc., j'ai envie de dire, on n'entendra jamais ceux qui ont vraiment besoin de soutien. Et on n'avancera jamais. Voilà. Ça, c'est sûr. Jamais m'arrêter. Ça, c'est ton truc. Tu dis, pour aller bien, de toute façon, il faut pas que je m'arrête. Alors, déjà, je sais pas faire. Je suis très mauvaise à ça. Et en plus, j'ai une excellente excuse. La spondylarthrite est la seule maladie, je pense, qui nécessite qu'on s'arrête pas. Honnêtement, quitte à en choisir une, elle me convient bien, celle-là, parce que dans les critères diagnostiques, il y a amélioration des douleurs avec le mouvement. Et avec des gens quand même bienveillants, dont ton chat qui est quand même... Ah oui, mon chat. Quand on va sur les réseaux, on voit le chat. On voit le chat. J'ai pensé à Brassens, moi, tout le temps, en me disant, tiens, c'est l'inspiration qui vient encore plus à Hélène quand elle écrit et quand elle fait des choses, parce qu'un chat, en tout cas un animal, c'est important dans des moments compliqués. Alors, c'est pas qu'il m'inspire, c'est qu'il me réconforte. C'est-à-dire que l'inspiration, je l'ai. Je parle beaucoup, ça s'entend d'ailleurs depuis tout à l'heure. Mais génial, voilà. mais par contre, c'était pas facile à écrire ce bouquin, et je dois dire que j'étais bien contente d'avoir une boule de poils dans mon lit après pour pleurer. Alors, pas à côté, parce que très honnêtement, j'adore mon chaton, mais comme il vient dormir dans mes bras, c'est pas très pratique pour taper à l'ordinateur. En tout cas, tu es en photo ou en vidéo, il est là. Oui, voilà, il est dans mes bras partout, mais du coup, je l'ai dans le bras gauche et je tape avec ma main droite à l'ordinateur, mais il fallait que j'aille vite, j'étais quand même à quelques semaines de ma deadline, donc il fallait écrire. Donc le pauvre chaton, je le remettais dans son panier à côté, mais je le récupérais dès que j'avais fini d'écrire ma journée. Eh ben, en tout cas, je peux vous dire que ça vaut le coup d'être lu. Revivre malgré la douleur. Ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai appris ma maladie, c'est chez Robert Laffont. 4 questions flash, tiens, comme ça. La rencontre qui a changé ta vie, s'il y en avait une. C'est ma rencontre avec le territoire de la Martinique qui a changé ma vie. J'ai découvert en Martinique des gens chaleureux, lumineux, qu'on n'a pas nous, un peu invisibles, à un niveau d'invisibilité dans les DOM de manière générale. Où tu te sens mieux là-bas. C'est pas que je me sens mieux là-bas, c'est que j'ai envie de les rendre visibles aussi. Je m'y sens bien. Il y a une solidarité. Même quand on n'apprécie pas forcément son voisin, on vérifie qu'il va bien, on vérifie qu'il est toujours là. C'est une solidarité, une chaleur que j'ai trouvée vraiment nulle part ailleurs. Une bienveillance qui existe plus malheureusement peut-être assez chez nous. Un livre ou un film que tu nous recommandes, ancien ou récent? Cosmétique de l'ennemi d'Amélie Nothomb. Très bien. Que pense Hélène aujourd'hui d'Hélène d'il y a 10 ans? Qu'elle n'avait absolument aucune idée de ce qu'elle allait traverser. Honnêtement, j'ai beaucoup de tendresse pour elle parce que j'étais pas forcément bien dans ma peau, je m'en rendais pas compte. J'étais ultra sûre de moi, mais j'avais pas du tout cherché à comprendre ce qu'il y avait autour, ce que j'essayais de cacher. Donc j'aurais juste envie de lui faire un câlin, honnêtement, lui dire accroche-toi, ça va pas forcément être simple, mais ça vaut le coup. Et malgré tout ce que tu as vécu, moi je rajouterais, tu as grandi de façon phénoménale. Et c'est malheureusement ou heureusement, avec les douleurs qu'on a dans la vie, qu'on grandit, qu'on apprend et qu'on donne à des gens. Enfin,
c'est dingue de devoir passer par des choses catastrophiques pour avancer tellement bien. Mais c'est tellement vrai aussi. Mais oui, mais il n'y a pas que la douleur, la maladie. On traverse tous des épreuves. C'est vrai que si on rencontre absolument aucun obstacle, on n'a pas l'occasion d'apprendre justement à survivre et à passer outre. Donc, voilà, c'est ironique, mais c'est vrai que... C'est comme ça. Voilà, Quelle est la femme que tu souhaiterais que je mette en lumière ou que j'invite par exemple ici? Parce que vraiment, c'est une femme aussi qui t'a marqué. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire maman. Oh ben bien sûr que si. Et ben voilà, on aura la maman face à face avec grand bonheur parce que c'est un sacré personnage attachant autant que toi. Ça, je le sais bien. Un grand merci, docteur Hélène Rossineau, d'avoir été notre femme exceptionnelle sur une échelle de 1 à 10. Comme c'est un truc terrible chez le docteur. Comment est-ce que tu as trouvé l'interview? 10. Trop gentil. En tous les cas, voilà, à lire absolument. Pas gentil, parce que c'est un mot que je trouve qui a pas la bonne... qui a pas une signification comme on aime. En tous les cas... Mais je dis la vérité. Si ça avait été 0, je te l'aurais dit aussi. Ouais. Non, et alors l'anecdote aussi qui est trop marrante et pourquoi on se tutoie et on se connaît depuis... je t'ai connu bébé. Oui. C'est qu'elle est venue... tu es venue sur un plateau d'émission il y a... 30 ans. Quand j'avais peut-être 6 ou 7 ans, il y avait une émission spéciale sur le Roi Lion. Je me souviens, j'avais appris à chanter la chanson C'est l'histoire de la vie. Et c'est des moments, moi, c'était génial. Tu vois, le collectif, c'est d'embrasser toutes des équipes qui se reconnaîtront, d'entrer c'est ouvert et d'autres qui ont... Voilà, ce sont des moments forts et dans la vie, c'est important de le dire. Je t'embrasse. Moi aussi. Et à très bientôt pour le 6e. Avec plaisir, on n'est plus à ça. À bientôt dans Exceptionnel, merci.